Bonjour, donc aujourd'hui nous allons commencer le chapitre 3 de la troisième partie, donc sur les propriétés collectives. Et dans ce chapitre, nous allons d'abord étudier en première partie l'indivision. Donc l'indivision, on va le voir en deux temps. D'abord ce qu'est l'indivision et quelles sont ses sources, puis les éléments constitutifs de l'indivision et sa gestion. Donc d'abord on définit l'indivision qui est définie dans le Code civil. L'indivision, c'est la situation dans laquelle un bien ou une masse de biens appartient dans son ensemble à plusieurs personnes, chacune titulaire de quote-part et sans division matérielle du bien. Les différents propriétaires s'appellent les indivisaires, d'accord ? Donc, c'est la situation dans laquelle plusieurs indivisaires, ce sont les différentes personnes, sont propriétaires ensemble d'un bien. Ils sont chacun titulaires de quote-part, de propriété, par exemple 30% et 70%, s'ils sont deux et qu'ils ne sont pas titulaires à part égale, ou bien si, je ne sais pas, ils sont quatre, il pourrait y avoir 25, 25, 25 et 25%, par exemple. Bon, plusieurs propriétaires qui ont des quote-parts de propriété d'un bien. Et il n'y a pas de division matérielle du bien. Il n'y en a pas un qui est propriétaire de la cuisine et l'autre de la chambre. Ils sont propriétaires du bien dans son ensemble, mais ils ont une quote-part, qui va correspondre à des droits qu'ils ont finalement sur le bien. D'accord? Donc, quand plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'un bien, c'est de l'indivision. Donc, on a déjà vu plusieurs situations dans lesquelles apparaissent cette situation d'indivision. Par exemple, dans le cadre de succession, on a vu que les héritiers peuvent devenir propriétaires ensemble d'un bien. Donc, dans le cadre également d'un divorce, c'est ce qu'on appelle l'indivision post-communautaire, les époux qui avaient des biens en commun, lorsqu'ils divorcent, ils deviennent propriétaires en indivision de ces biens. Et puis, dernière situation, on peut aussi acheter un bien immobilier, par exemple, à plusieurs. Donc, c'est souvent, par exemple, la situation de concubins qui vont acheter un bien immobilier ensemble. Dans ce cas, ils sont en indivision. Alors, ça peut soulever un certain nombre de questions, de problèmes. Par exemple, s'ils se séparent, en général, ils vont vendre le bien immobilier et puis partager le prix en fonction de leur quote-part de propriété. Ça peut poser davantage de problèmes lorsque l'un des concubins décède. Alors, l'autre concubin n'est pas protégé comme peuvent l'être, par exemple, les époux mariés. Donc, le concubin qui, lui, a sa quote-part de propriété devient indivisaire avec d'autres propriétaires qui sont les héritiers du concubin décédé. Donc le concubin survivant va devenir propriétaire en indivision avec les héritiers du concubin décédé. Ça peut être ses enfants, par exemple. Alors le concubin décédé peut aussi avoir rédigé un testament en faveur de son concubin, du concubin survivant. Et ça le protège un petit peu. Cependant, vous savez, les droits de succession, le concubin survivant devra payer une taxe de 60% sur le montant de la succession. Donc ça peut créer des situations un petit peu difficiles. Et d'ailleurs, vous avez dans le dossier documentaire un article à ce sujet pour voir comment on peut éventuellement protéger le concubin ou voir quelles sont les difficultés lorsqu'on achète à plusieurs. Alors, justement, dans cet article, il est question de la clause de tontine. Donc, vous allez un peu approfondir cette question dans l'article. La tontine, c'est un dispositif un petit peu particulier puisqu'il va protéger, par exemple, potentiellement l'un des concubins, puisqu'il s'agit d'insérer dans le contrat de vente, donc au moment de l'acquisition, une clause suspensive et une clause résolutoire au bénéfice du concubin survivant. En fait, au moment du décès du premier concubin, le concubin survivant sera réputé être seul propriétaire rétroactivement depuis le début. Donc, il est propriétaire à la condition suspensive de sa survie et à la condition résolutoire de son décès avant l'autre.
Donc pendant leur vie, ils sont tous les deux propriétaires, mais à la condition suspensive de sa survie et à la condition résolutoire du décès. Ce qui fait que quand il y en a un qui décède, hop, rétroactivement, celui qui a survécu à l'autre, eh bien, est propriétaire et il est seul propriétaire depuis le début. Ce qui permet de faire échapper ce bien-là à la succession, puisque l'autre n'est censé ne jamais en avoir été propriétaire, et donc protéger l'autre. Mais bon, vous allez voir dans le dossier documentaire les limites de ce dispositif. Donc là, un travail à faire d'ailleurs pour la prochaine séance sur les difficultés de l'achat à plusieurs et les dispositifs qui peuvent exister pour essayer de contrebalancer un petit peu ces difficultés. Grand B, les éléments constitutifs de l'indivision et la gestion de l'indivision. Alors, dans l'indivision, il y a un actif et puis un passif. L'actif est constitué des biens et de tous les revenus que génère ce bien. Donc, par exemple, si c'est un bien immobilier qui est en indivision, le bien fait partie de l'actif. S'il est loué, ce bien, tous les loyers qui sont perçus font partie aussi de l'actif. Il y a aussi un passif, puisque il va y avoir des charges à payer sur ce bien, et ce sont donc des dettes de l'indivision. Donc à ne pas confondre avec les dettes des indivisaires. L'indivision, c'est un compte particulier. C'est pas la même chose que le compte des indivisaires. Donc actif et passif. La question qui va se poser souvent, c'est de savoir qui a le pouvoir de prendre les décisions dans l'indivision et de gérer donc le bien qui est détenu en indivision. Et là, on va se retrouver avec l'échelle des actes qu'on a déjà étudiée à plusieurs reprises. Donc vous vous souvenez, l'échelle des actes désigne les actes de disposition, les actes d'administration et les actes conservatoires. Donc je vous laisse retrouver les définitions dans le chapitre précédent. Les actes de disposition, par exemple la vente d'un bien immobilier en indivision, vont nécessiter l'unanimité des indivisaires. C'est logique. Les actes d'administration, donc par exemple la conclusion d'un bail d'habitation, vont nécessiter la majorité des 2/3 des voix des indivisaires. Attention, je n'ai pas dit la majorité des 2/3 des indivisaires, j'ai dit la majorité des 2/3 des voix des indivisaires, puisqu'ils n'ont pas nécessairement tous la même quote-part de propriété. Puis les actes conservatoires, ceux qui vont être urgents, peuvent être réalisés par un indivisaire seul. D'accord ? Donc, unanimité pour les actes de disposition, et puis la majorité des 2/3 pour les actes d'administration. Donc concrètement, quand vous êtes agent immobilier, si vous voyez une personne qui vient vous donner, conclure un mandat de vente avec vous, c'est un bien qui est en indivision, eh bien il vous faut l'accord de l'ensemble des indivisaires pour pouvoir réaliser cette vente. Puisqu'il faut l'unanimité des indivisaires pour conclure une vente. Il ne sert à rien d'avoir l'accord d'un seul indivisaire, il faut tout le monde. Si cet indivisaire vient conclure un mandat de gestion locative par exemple, et bien là, il va falloir vous poser la question de quel est son pouvoir. Il faut la majorité des 2/3 des voix pour pouvoir louer ce bien, puisque c'est un acte d'administration. Donc cet indivisaire détient-il les 2/3 des voix? S'il en a moins, il n'a pas le pouvoir de le faire. S'il en a davantage, il a le pouvoir de le faire. Donc tout dépend de la quote-part. L'indivision, elle peut être à 2, elle peut être à aussi 3, 4, 5, notamment dans les indivisions successorales, il peut y avoir de nombreux indivisaires. Donc là, il faut voir si celui qui est en face de vous a le pouvoir ou non de conclure l'acte. Pour savoir si vous pouvez ou non finalement travailler. Voilà. La durée de l'indivision. Alors là, le principe, c'est la précarité. Le Code civil
a prévu que l'indivision est un régime précaire par nature. C'est précaire par nature, puisque nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision. C'est un grand principe du Code civil. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester dans l'indivision s'il veut en sortir. S'il veut en sortir, il doit pouvoir le faire. Il doit pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir récupérer sa quote-part. Comment? Donc, si un des indivisaires veut récupérer ses parts, eh bien, soit la première solution, c'est de vendre le bien, et puis que chacun des indivisaires récupère sa quote-part. On partage le prix en fonction de la part de chacun. Ça, c'est la solution, disons, qui permet que chacun récupère sa part. Il est également possible que l'indivisaire vende ses parts. Il peut vendre ses parts aux autres indivisaires, parce que lui, il veut récupérer sa part parce que peut-être qu'il a des projets ou des besoins d'argent, mais les autres indivisaires n'ont peut-être pas envie de vendre le bien immobilier. Par exemple, dans les successions, on peut avoir des maisons de famille auxquelles des personnes sont attachées, et par exemple, des héritiers, une fratrie, et ben, certains veulent récupérer leur part, mais d'autres veulent garder la maison. Donc dans ce cas, eh bien, il faut que les indivisaires qui souhaitent garder le bien indemnisent celui qui veut partir, c'est-à-dire lui paye sa quote-part, lui rembourse sa quote-part. Alors, s'ils ne peuvent pas le faire, ça va être un petit peu compliqué, hein, puisque l'autre, celui qui veut partir, doit pouvoir partir. C'est un principe. Alors, il y a la possibilité de vendre des parts d'indivision à une tierce personne. C'est assez rare parce qu'il est assez rare de vouloir entrer en indivision avec des personnes qu'on ne connaît pas. Hein. Alors ça peut être quelqu'un de connu par les autres indivisaires. C'est une situation cependant moins courante. Dans cette situation, hein, les indivisaires ont un droit de préemption. On a un droit de préemption sur la part vendue. C'est-à-dire que l'indivisaire qui veut vendre sa part à une tierce personne doit avertir les autres indivisaires qui pourront dire « mais non, c'est nous qui achetons la part ». Si personne n'est d'accord, si un indivisaire veut partir, les autres n'ont pas les moyens de racheter, ils ne trouvent personne pour lui racheter ses parts, et puis ils ne veulent pas vendre non plus. Celui qui veut récupérer ses parts pourra obtenir en justice la vente du bien pour récupérer sa part. Donc, il peut forcer la vente du bien pour récupérer sa part. Donc, vous voyez bien ici que ça met l'indivision dans une certaine précarité. Puisque quand on est propriétaire en indivision, on n'est jamais à l'abri que l'un des indivisaires souhaite récupérer sa part. Et dans ce cas, si on ne peut pas la lui rembourser, on sera obligé de vendre le bien. Soit on sera d'accord, soit il pourra nous forcer à le faire en justice. Donc, on voit bien ici le principe de la précarité de l'indivision. Alors, il existe des moyens d'essayer de stabiliser un petit peu l'indivision. Par exemple, en rédigeant une convention d'indivision. Une convention d'indivision, c'est un contrat que vont conclure les différents indivisaires dans lequel ils vont pouvoir, par exemple, stabiliser l'indivision et interdire la sortie de l'indivision pendant au maximum 5 ans. On ne peut pas s'interdire indéfiniment de sortir de l'indivision puisque le principe reste la précarité. Donc il est possible de conclure une convention d'indivision pour stabiliser l'indivision, interdire de sortir pendant au maximum 5 ans. Dans cette convention, on peut aussi clarifier la prise de décision, dire qui sera chargé par exemple, de gérer, d'entretenir le bien. On peut prévoir des périodes d'occupation. On peut essayer de clarifier les règles avant que des conflits apparaissent. Convention d'indivision est possible. Elle n'est pas obligatoire, elle est possible. Enfin, puisque l'indivision est un régime précaire, on prévoit à la fin un partage. Quand l'indivision se termine, eh bien, les indivisaires se partagent les parts. Alors, ils se les partagent
en fonction de leur quote-part. C'est-à-dire que si un indivisaire, par exemple, est propriétaire à 70%, ben, au moment de la vente, il recueillera 70% du prix. Et l'autre, 30%. S'il y a 3 propriétaires qui sont chacun propriétaires à, je ne sais pas, 1, 45%, 25%, chacun récupère sa quote-part du prix, hein, en fonction de sa quote-part dans l'indivision. Donc on partage le prix à la fin, puisque l'indivision est par nature précaire et qu'un jour, elle va prendre fin. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Il y a le dossier documentaire qu'on va travailler progressivement, hein, sur ces notions, sur notamment l'achat à plusieurs, sur les décisions et la sortie de l'indivision.